Les amis aussi participent en fabriquant eux-mêmes des boîtes contenant des objets de papier. On y trouve des bijoux, des chaussons ou autres articles usuels et beaucoup de fausses monnaies. Cet argent factice servira à payer la dette du défunt envers la terre pour la poussière dont son corps avait été composé. Tous ces cadeaux nourrissent l'illusion de richesse qui doit accompagner le défunt jusqu'à son départ pour le monde des ancêtres. Et la maison de papier qui symbolise l'ultime demeure n'est pas en reste. Elle est comme rêvée par les vivants pour celui qui est parti. Ce n'est plus une maison que l'on imagine, mais plutôt un palais. Un confort absolu y est figuré, tel que les gens se l'imaginent à Chongqing, et bien loin de celui auquel ils ont accès. Ces rituels taoïstes très anciens sont aujourd'hui vécus chez les Hakka de manière unique en Chine. Mais il n'est pas aisé d'y assister sans pénétrer l'intimité de gens souvent réticents. Dans leur petite maison du centre de Chongqing, la famille Li a pourtant accepté de partager avec nous les 49 jours qui ont suivi la mort de leur grand-mère. Devant l'autel à l'ancêtre, au fond du salon, se dresse la maison de papier et tous ses accessoires. Tous ces objets de luxe et de faste patiemment assemblés seront brûlés le 49e jour en un grand brasier qui marquera la fin de cet incroyable rituel. La grand-mère de la famille Li aurait sûrement aimé être entourée de nombreux domestiques. La taille disproportionnée des servantes de papier montre l'importance que l'on y attache. Derrière la façade richement décorée se cachent d'autres détails qui traduisent le luxe. Une grande chambre principale, évidemment, mais aussi une vraie cuisine entièrement équipée. 2 autres chambres, une salle de réception, une salle de bain, rien ne manque, du ventilateur au poste de télévision. La tradition se doit d'être respectée et les rites bien accomplis pour permettre à la grand-mère Li d'accéder au paradis. Car le risque est terrible pour les âmes errantes, celles qui n'ont pas trouvé le repos. L'enfer, décrit avec force détail sur les murs du temple taoïste de Retienne, rappelle les tortures infligées à ceux qui enfreignent les lois. Il faut respecter les dieux, ne pas voler. Seront punis ceux qui provoquent les divorces, ceux qui empoisonnent les poissons ou tuent les oiseaux. Ces peintures accompagnent les fidèles qui se rassemblent 3 fois par mois dans ce temple. À l'image d'un tribunal chinois est organisé celui de l'enfer taoïste. Il est présidé par le grand dieu de l'enfer, Pan Guan. Entouré de nombreux conseils, ce mandarin décideur choisit le jour de la mort des croyants et envoie ses sbires les chercher. Aussi les fidèles s'efforcent-ils d'apaiser les esprits de l'enfer en leur rendant hommage. Séparer les croyances taoïstes des croyances bouddhistes est une notion étrangère que les Hakka de Retienne ne comprendraient pas. Dans le temple bouddhiste qui a été construit en annexe au temple taoïste, les fidèles s'adressent au Bouddha en une prière commune. Ils circulent dans les 2 temples comme dans un seul. Ils y font leurs offrandes ou brûlent de l'encens et consultent même les oracles. Un prêtre taoïste, qui seul sait interpréter le précieux livre des mutations, donne le résultat des divinations.
Toutes ces pratiques religieuses se rejoignent ici pour n'en former plus qu'une. À Chongqing, pour la famille de la grand-mère Li, le 49e jour est arrivé. La maison de papier va enfin être brûlée. Par la récitation des livres sacrés et des litanies pénitentielles, le prêtre taoïste acquiert des mérites pour la défunte et la met en garde une dernière fois contre les dangers du voyage. Les banderoles de papier sur lesquelles sont inscrits des témoignages d'affection sont décollées des murs avant que tous se réunissent pour une ultime prière. Le prêtre taoïste propose à la défunte de recevoir les bienfaits du paradis. Et la famille, se substituant à elle, répond avec enthousiasme. Tout doit être brûlé en dehors de l'enceinte familiale et rejoindre ainsi l'âme qui vient de quitter la terre. Chacun s'applique à remplir le rôle qui lui est imparti. Après avoir respecté la tradition dans les moindres détails, les membres de la famille auront l'esprit tranquille. Pour l'âme de la défunte qu'ils accompagnent, mais aussi pour eux-mêmes. Ils auront accompli leur devoir filial. Les Hakka, à ce titre, respectent plus que les autres Chinois l'ordre établi dans l'Antiquité par Confucius. Plus on brûlera d'offrandes, plus la morte profitera de confort dans sa nouvelle demeure où elle se doit d'offrir un banquet à ses hôtes en arrivant. Un poulet, un morceau de lard et quelques gâteaux de riz lui permettront de cuisiner un bon repas. Ces vêtements sont enfermés dans un sac et participeront au rituel symbolique de la traversée du pont vers le monde des esprits. La maison de papier s'envole en fumée. La grand-mère Li entre maintenant dans le domaine des ancêtres. Les Hakka démontrent un vrai attachement à préserver les traditions religieuses. Cérémonies confucéennes, rites taoïstes, prières bouddhistes et cultes populaires,
il pratique dans sa multiplicité la religion chinoise. Il est un autre domaine où les Rakas se singularisent. Ils ont, depuis toujours, privilégié l'égalité des sexes. En avance sur leur temps avec leurs idées égalitaires, ils le furent aussi quant à la promotion de la femme. Précurseurs des idées développées par les communistes, les Rakas ont toujours lutté contre la prostitution, la polygamie et la vente des petites filles. La femme Raka se devait d'être libre et sa première liberté fut certainement celle de marcher, car elle n'avait pas les pieds bandés. Femme instruite, elle a aussi gardé la réputation d'être plus courageuse et plus travailleuse. Elle est à l'origine de la libération de la femme chinoise. Nous avons rencontré Madame Liu, femme au foyer.一个15岁啦，我们这里算稀岁，要是10年的大，足岁的大就13岁。还有一个就是足岁就是8岁。他们都去上学了，是2个都是上学。那你丈夫呢？我丈夫啊，出门打工哎，做工哎。在什么地方？深圳啊。去了多长时间了？去了8、9年。8、9年了，那你一个人在家？是。回来几次呢？他两个月回一次，1个月回一次不啊？Près de Meizhou, dans cette maison collective dite entourée de dragons, on ne rencontre pratiquement que des femmes. Et c'est ici qu'habite Madame Liu. Sous la protection des dragons, simulée par les ruelles étroites prolongées en arrondi, le clan vit regrouper autour de son ancêtre qui bâtit ses murs il y a 400 ans. Derrière la salle à l'ancêtre, on retrouve 5 pierres basses représentant les dragons qui protègent des souffles malins aux 5 points cardinaux, le 5e étant le centre. Cette communauté rassemble habituellement plus de 380 personnes. Mais comme ailleurs, les hommes ont quitté la vie paysanne pour aller travailler en ville. Les femmes restées seules ont pris en charge la vie collective et l'économie familiale. Déjà au XIXe siècle, alors que la femme chinoise se devait d'être timide, modeste, féminine, soumise, les Rakas ont revendiqué une femme libre, cultivée, plus égale à l'homme. Si pour les autres femmes chinoises, le bandage des pieds des fillettes était un point de fierté, de statut social, la femme Raka, elle, ne se bandait pas les pieds et en était fière. Elle pouvait ainsi marcher, travailler dans les champs et même faire la guerre. Pendant la révolte des Taiping, quelques héroïques femmes Raka devinrent des leaders, des chefs militaires. Et plus tard, d'autres firent la longue marche des communistes, comme la célèbre Song Xingling, épouse du docteur Sun Yat-sen. Aujourd'hui, la liberté et la fierté de Madame Liu est d'être femme au foyer. Elle n'exprime aucune frustration de ne pas connaître les villes côtières où son mari est cuisinier. Les revenus de la famille sont suffisants pour qu'elle n'ait pas à vendre le produit de ses récoltes. Et à force d'économie, ils ont même commencé à construire une nouvelle maison face à la maison collective. Le fait que son nouveau foyer ne profite plus de la protection des dragons ne semble pas la gêner. L'envie du confort l'emporte sur la tradition.
厨房没有啊，现在就要把它盖起来住啊。要房子住啊，没房子住很辛苦的啊。那么你自己就是你像我们那里，你看东一间西一间的，这样就是你。你们不是要进去看呐？是不是？我们家这样啊，就算差了，算差了。是哎。那好的是什么个情况呢？好的啊，他们呢孩子大了，不用教他们读书，这样子家庭就比较好。小的时候啊，肯定要帮父母干一些啊，但是都是读书为主。那是文化大革命啦，那时候读的书没有读到那么多书。上几年级？读了9年书，等于初中毕业了。是初中毕业。来吧。Madame Liu regrette d'avoir arrêté ses études trop tôt pendant la révolution culturelle. Elle est pourtant privilégiée. À la campagne, la majorité des filles n'a pas accès à la scolarité. Bien que les parents soient très attachés à l'éducation des enfants, ils n'en ont pas souvent les moyens. Déjà dans les villages Raka de la Chine féodale, tous les habitants s'unissaient pour payer les études du petit garçon le plus intelligent. Il est plus utile d'instruire en premier les garçons qui resteront dans le clan familial, car c'est un bénéfice immédiat pour la communauté. Cette école secondaire de Chongqing accueille les enfants des environs. Et dans cette classe, pour 62 élèves, il n'y a que 4 filles. On peut se demander quelle volonté se dissimule derrière ce désir profond d'éducation si souvent formulé chez les Raka. Maybe the Keja people want to be stronger and stronger, and they think it is the only way to send their children to school to get education, to get more knowledge, to reach their minds. Make them stronger and stronger. Yeah. 那么以后呢，就我们客家人都是这边是很穷，大家都读书的比较多。那么读书以后，他们在政府里边做工作，以后有了成绩，以后就慢慢从地方的官员升为中央的官员。我想这个现象也是很正常的。过去我们客家确实也出了不少人。出了不少精英，出了不少领袖人物，对中国的革命，对中国的政治影响很大，就孙中山呐，还有邓小平啊，还有其他很有名的这个代表人物。Nous visitons avec M. Fang un des nombreux musées à la gloire des révolutionnaires Raka. Plus d'un siècle de décadence, de révolte, de transformation ont préparé l'avènement du pouvoir communiste en 1949. Mais très peu de Chinois savent que toutes ces grandes révoltes qui ont secoué l'Empire ont été menées par les Raka. La plus grande insurrection de l'histoire de la Chine, au milieu du 19e siècle, la révolte des Taiping, a été dirigée par un Raka. Ce mouvement égalitariste mystique, puritain et féministe, qui condamnait le bandage des pieds, avait institué un régime communautaire et il s'en est fallu de peu que l'empire mandchou ne disparaisse après 15 ans de guerre.
En 1900, alors que s'effondrait l'économie chinoise et que le territoire était l'objet de partage entre nations étrangères, la révolte des boxeurs, rébellion populaire, a été conduite par un raka. En 1911, Sun Yat-sen, aux convictions antidynastiques et républicaines, devint pour quelques mois le premier président de la République. Il était raka. En 1934, Mao Tse-tung entame la Longue Marche, épisode décisif dans sa lutte pour le pouvoir contre l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek. La Longue Marche, périple d'une année, prit naissance en territoire raka et fut menée par des rakas. Certains d'ailleurs s'évertuent à prouver que Mao lui-même était raka. Nous avons rencontré 2 vétérans de cette époque héroïque, ils nous racontent leur marche. 实际上这个不是新闻，我们这些人是见证人。我们长征是从长征开始，从我们这个地方开始。见过我们怎么跟警卫连嘛，我是中央警卫连。哦，你在中央警卫连。哎，这个怎么说呢？我们那个时候啊，共产党的这个环境啊和全国的影响面呢，还不是那么大。 不是现在这样。对。那个时候国民党统治了。我们呢，就是人家把我们当做土匪了。啊。所以呢，老百姓都怕我们，走到哪里老百姓都跑掉了，吓跑了。啊。所以呢，这个时候困难啊、艰苦啊，就在这里。没有老百姓，这个军队是不行的。对。你没有饭吃。 没衣服穿，啊，那老百姓都跑了，你怎么办？这个说实在话啊，我这个人是爱说实话的。我们那个时候呢，不是说有意的、有计划的或者有准备的去强征，但是被敌人、被国民党撵得没有办法才走到那了。 你不是看到那个长征那个故事那个，弄个是拿羊皮，他那个羊皮是做好了的衣服，我们是拿弄到什么就披一点什么了。你羊皮也好，狗皮也好，破衣服也好，捡到一点就披上就行了。那我的老实话，我走了1年长征，走了1年，走了10个多月，12个多月，我穿了雨伞鞋，穿雨伞鞋。 雨伞鞋穿了他妈没有2个月都不到1个多月，是没有鞋穿，难以鞋，我刚脚丫子了。这个长征啊，现在说起来就是好像讲故事一样。实际上那个不是什么故事，那是真实的故事。要说故事的，我们这些人是见证人。 我们长征是从长征开始，从我们这个地方开始。我是从这个地方的，我是当地人，是从这个地方开始一直走到陕北。第一次我见的时候呢，就是过完湘江，就是长征路上啊，就是过湘江。毛主席从后，我们部队在前面走，毛主席从后面来。 从后面来啊，那从后面来的时候呢，当时我这个腿啊受伤了，走路是有一点瘸啊，有点瘸啊。怪。哎呀，因为第一次见呢，那我这一个来见一个的，他有点瘸。小鬼啊，他叫我小鬼了。呀，其实我已经19岁了嘛，因为我属于瘦型的啊，就想瘦瘦的，一向来就想瘦瘦的，你看高高的啊。哎。 他扑下我的肩膀，小鬼啊，你干什么呀？他问我干什么？这样一说的啊，哎呀，我就撸开来给他看了呀，我叫伤了，哎，就是敌人那个飞机炸弹啊投下来那个碎片啊，在这里，哎呀，这里还有，这里炸到一下，那就爆炸一下，骨头没有影像就是的，但是。 刚伤呗，自然就是肌肉也会痛啊，走一走嘛，哎呀，他就说做担架，他说要我不要走啊，他说你做担架，我说不要，当时我只说不要，我说不要，他说要，
他笑走对不对？呀，他说要做当家，呀，我说坚决不要，我说坚决不要，呀，因为我看他一直笑嘛，如果他是面张开的话，我就不敢了，呀，你这么顽强啊，这么勇敢啊，我没有打我什么东西啊，他一直笑一笑，他说好吧，那你慢慢走啊，他说好吧，你慢慢走啊。 Mao a réussi sa longue marche en s'appuyant sur les rakas. Et il continua par la suite à les utiliser au gré de ses besoins. Deng Xiaoping en subit d'ailleurs les conséquences lorsqu'il fut lui-même écarté du pouvoir dans les années 70. À son tour, en 87, Deng élimine Hu Yaobang, raka fidèle, aux idées trop libérales pour l'époque. La mort de ce protecteur des intellectuels déclenchera en avril 89 le mouvement des étudiants de Tiananmen. Tous ces rakas ont participé à l'histoire de la Chine, et pourtant, aucune publication officielle ne le mentionne. Pourquoi ce mutisme? Pourquoi tous ces dirigeants n'ont-ils jamais revendiqué leur appartenance au peuple raka? La réputation de peuple méprisé, pauvre, était loin d'être valorisante. Mais il est sans doute d'autres raisons plus mystérieuses, comme par exemple leur appartenance aux sociétés secrètes, les fameuses triades. On peut se demander aussi pourquoi ces dirigeants raka si influents n'ont pas aidé les régions de Chongqing et de Meizhou à sortir de la pauvreté. Le changement économique est intervenu seulement après l'ouverture prônée par Deng Xiaoping dans les années 80 et après le retour autorisé des rakas d'outre-mer. Les Taïwanais, par exemple, n'ont été acceptés en Chine qu'à partir de 87. À ce moment-là, cette diaspora raka manifesta son attachement à la terre de ses ancêtres et y organisa même à l'avance ses funérailles. Dans les maisons collectives de Yongting, une grandiose et luxueuse maison de papier a été construite pour une femme émigrée en Malaisie et revenue finir ses jours sur sa terre d'origine. Non loin de là, à Losia, d'autres rakas s'appliquent à retracer la généalogie de Lee Teng-hui, président de Taïwan. Ils prouvent ainsi qu'il est leur cousin, donc raka. Comme son raka le président Lee Kuan Yew à Singapour et le cardinal Wu à Hong Kong. À Chongqing, le temple dédié à Confucius est reconstruit. Et comme par miracle, on crée la mer des rakas, matérialisée par une statue imposante symbolisant l'origine du peuple raka. Elle devrait attirer par respect à l'ancêtre les rakas d'outre-mer et leurs capitaux. Un réseau routier en grande partie financé par les rakas de Taïwan désenclave maintenant ces régions pauvres. Et bientôt, une voie ferrée sera ouverte. À Meizhou, la diaspora se valorise en finançant une université qui a remplacé l'école secondaire. Les donateurs font inscrire leur nom en caractères géants sur chaque unité nouvelle. En 1991, le mot raka fut enfin cité dans le journal du peuple. L'engrenage se fait, les études raka se développent. Le premier congrès international de rakaologie se tient à Hong Kong en 1992. Un autre à Meizhou en 1994, puis encore à Singapour en 1996. L'identité raka se revendique et s'affiche enfin. L'ouverture se fait à l'initiative des rakas de Chine et des rakas d'outre-mer. Mais à qui profite-t-elle le plus? Aux ambitieux de pouvoir et d'argent ou aux humbles serviteurs des cultes et traditions? L'avenir dira si après la mort du petit timonier et son ouverture économique, l'unification de la grande famille raka se fera pour imposer à la Chine ses idées de liberté, d'égalité et de fraternité dans une démocratie bien à elle.